prévu un moment, mais je vais répondre. C'est l'aliénation a été développée en Nice et aussi dans l'Institut de Cameroun. Mais elle va dire aussi, elle était dans le capital. C'est la deuxième question. La troisième question, pourquoi effectivement les économistes classiques qui sont cités par Cameroun, Oui. dans le chapitre d'ailleurs de fétichisme, pourquoi les économistes, c'est-à-dire l'économie politique classique, n'a pas évoqué le sujet du fétichisme d'une part, et d'autre part, pourquoi n'a pas compris, n'a pas développé le sujet de ce qu'on appelle de caractère énigmatique de la marchandise, hémographique de la marchandise. Et Macama dit non les réponses. Pourquoi effectivement cette économie politique n'a pas effectivement compris ça. Bon, je vous remercie de ces questions. Sur l'aliénation, vous avez raison. Le terme aliénation n'apparaît pas dans ce texte-là, mais il apparaît ailleurs. Ceci dit, je crois que la théorie de l'aliénation est maintenue, mais elle est modifiée. Et elle est modifiée fondamentalement par le fait qu'elle s'applique et qu'elle ne peut être elle est toujours introduite à partir d'analyses déterminées de problématiques et de concepts déterminés. Alors ici, effectivement, on pourrait dire qu'il y a une aliénation, que le fétichisme produit une aliénation de l'esprit, mais une aliénation efficace. Marx ne le dit pas. Et moi, je pense qu'il a eu raison, parce que je pense qu'avec la notion de fétichisme, il introduit quelque chose de nouveau, de moins général et générique, que l'aliénation est une clé qui peut ouvrir toutes les portes. Le fétichisme, c'est quelque chose de très spécifique. Que Marx va détourner, c'est extraordinaire quand même si vous y pensez, un concept de l'histoire comparative des religions du XVIIIe siècle pour montrer que ce concept permet d'éclairer les rapports de notre société moderne la plus développée. Et qu'au fond, nous qui nous croyons des civilisés, mais nous, d'une certaine manière, nous avons réinventé une forme que les ethnologues considèrent comme la forme la plus primitive de religion. Vous voyez les reliques terribles de ce texte, cet usage rétorsif de la catégorie de fétichisme. Et ça n'est pas que polémique, parce qu'il essaie de montrer qu'effectivement, il y a bien une apparence que nous vivons et qu'elle est tellement naturelle que nous ne pouvons même pas la prendre comme une apparence. Nous pensons que les choses ont été d'entrée des rapports personnels et que les hommes donc, sont en quelque sorte chosifiés par rapport à ces rapports personnels, à la fois imaginaires et efficaces qu'entretiennent les choses entre elles. Bon, dans l'aliénation, oui, mais c'est à revoir plus tard. Ici, si Marx avait utilisé l'aliénation, je crois qu'il aurait émoussé la pointe de son analyse. Parce que ce que vous trouvez là, vous ne le trouvez nulle part. Je ne sais pas si vous m'excusez. Alors, pour la deuxième question, effectivement, j'ai essayé, je n'ai pas réussi vraiment, peut-être assez clair. J'ai beaucoup travaillé cette exposé, je l'ai probablement trop travaillé, le projeter sur une dimension plus réduite, plus simplifiée. Je fais la critique, l'autocritique. C'est la forme-valeur. C'est sur la forme-valeur que l'économie a buté. Ils ont compris la valeur. Mais si vous voulez, dans la mesure où la répartition du temps de travail, ils arrivent difficilement au temps de travail abstrait, au travail social général, et ils ne peuvent pas penser qu'il y a un lieu d'énigme. C'est Marx, parce qu'il développe la forme-valeur, qui en la développant jusqu'au bout, qui implique la critique du fétichisme, permet d'apporter quelque chose que l'économie politique n'a pas vu. Il leur dit, ils ont buté sur le fétichisme, ils ne l'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas compris que la forme-valeur ne peut se développer complètement que par le passage du travail social général qui lie des échangistes qui vont sur le marché réaliser ce travail général dans l'échange. Ils n'ont pas compris qu'il y avait ce passage par la forme-valeur et que la forme-valeur, lorsqu'elle apparaît, ne peut pas apparaître avec effet sur elle ce qu'elle est, à savoir du travail social moyen. Donc, si vous voulez, la critique est la même. Et si Marx écrit le chapitre sur le fétichisme, c'est bien pour montrer qu'il voit des choses que les autres n'ont pas vues, parce qu'ils ont été pris dedans. Je vous ai répondu. Ils sont pris dans les apparences de l'objectivité capitaliste, qui est une objectivité qui, pour une part, est fantasmagorique. Et ce n'est pas parce qu'elle est fantasmagorique qu'elle n'est pas réelle. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc c'est cette idée étrange d'une objectivité sociale qui amène des éléments de fantasmagorie qui fait toute la force de Marx. Si vous perdez ça, vous perdez la critique de l'économie politique, vous arrivez à des choses relativement simples qui perdent l'extraordinaire densité de ce passage, avec ses références. Si j'ai cité Isaïe, c'est pas moi qui le cite, je l'ai trouvé dans les notes de théologie de Marx, commenté par Laurence Travers, qui les a édité. Vous voyez très bien la puissance d'interrogation qu'il y a dans ce texte. C'est un bon casquet de notre société moderne, elle qui croit à être claire avec elle-même et qui pense que ces catégories sont évidentes. Il n'y a rien d'évident. Il y a une naturalisation, une déshystérisation complète du rapport social qui apparaît comme ayant en lui sa propre logique et qui en fait ne peut réaliser sa logique qu'en l'occultant. Et l'occultation est efficace. Il faut attendre Freud
pour avoir des choses semblables. D'ailleurs, il y a un très bon livre que je vous conseille, c'est le livre d'Alfonso Iacono sur le fétichisme, l'histoire d'un concept, petit livre, qui montre qu'il y a dans le monde moderne, il n'y a que Marx, puis les gens de Francfort, mais Marx et Freud qui ont réactivé cette problématique qui paraissait complètement datée, liée à la philosophie des Lumières, à l'histoire des religions téléologiques, par stade. Il y a aussi Auguste Comte qui avait fait du fétichisme une première époque de l'humanité. L'âge religieux était fétichiste. La première forme de religion pour Auguste Comte, c'est le fétichisme. Alors vous voyez comment Marx détourne à son profit, utilise quelque chose pour aller plus loin que l'économie politique. D'ailleurs, vous avez raison de citer la longue note qui termine le passage, qui dit Ricardo n'a pas vraiment compris jusqu'au bout la forme valeur. Voilà. Et moi, puisque je la comprends, je vous montre que Ricardo naturalise l'objectivité capitaliste. Il ne comprend pas qu'elle est produite et qu'elle produit en elle-même ses propres illusions efficaces de fonctionnement. Et que c'est là qu'il faut faire porter la critique. Donc Marx, il est dedans et dehors. Il est dedans parce qu'il est pris, mais il est dehors, dedans, parce qu'il voit effectivement, par le fétichisme, il voit la dimension d'illusion et il fait apparaître un contre-champ de l'illusion, un autre mode de socialisation qui n'est pas une socialisation par la valeur et la marchandise, mais qui est une socialisation par l'association directe des producteurs, qui est peut-être une utopie, mais qui a néanmoins une valeur critique extraordinaire, parce que c'est elle qui permet de faire apparaître l'historicité, et d'avoir une vision critique. Le communisme, de ce point de vue, a une fonction critique extraordinaire. Et vous voyez ce que je veux dire? Ça pose d'énormes problèmes parce que l'idée reste relativement peu développée. Hein. Il faudrait rentrer dans une histoire du communisme, ce n'est pas mon problème. Et moi, personnellement, je pense qu'il faut faire la critique de certaines simplifications, mais si vous voulez, Marx ne peut être intérieur et extérieur que parce qu'il a un point d'appui dans le communisme, c'est-à-dire dans une société libérée de l'exploitation du travail comme marchandise, et non pas comme travail direct du serf ou de la femme dans une société patriarcale. Donc il y a vraiment une sorte de passion extraordinaire pour expliquer le spécifique, la logique du spécifique. C'est pour ça qu'il est toujours trop facile de le manquer. Ça, Marx insiste, hein, c'est le leitmotiv de... Je vais vous dire comment fonctionne notre société, comment elle est, comment elle se présente à vous. Et pourquoi, vous qui êtes un athée ou un esprit fort, elle vous impose une religion de la vie quotidienne qui, en quelque sorte, vous rend membre inconscient d'une société qui reste une société d'exploitation. Oui, tu peux donner. Par rapport au fétichisme, ce que je trouve formidable, c'est qu'à la fin du chapitre, Karl Marx, effectivement, a donné une touche littéraire. Il a fait parler de marchandise. Elle a fait parler de marchandise. Un monologue de marchandise. Une marchandise, elle se dit, moi je suis, l'homme s'intéresse au leur visage, moi je m'en tape. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est nos relations entre nous. Et c'est ça, effectivement, le fétichisme. C'est ça le fétichisme. Le fétichisme, il se niche dans les rapports entre les marchandises. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ça, effectivement, qui constitue le fétichisme. C'est le rapport entre les marchandises. Ça devient, effectivement, un fétichisme qui domine l'homme, qui sort, effectivement, de sa capacité de effectivement, le diriger. Alors, je cite le texte auquel vous vous référez. Hein, la valeur d'échange est une propriété des choses. La richesse est une propriété des hommes. La valeur implique l'échange, ce qui n'est pas le cas de la richesse, etc. Il cite Bailey, c'est ce texte-là, et il cite un texte de Shakespeare qui est tout à fait dans ce sens, à la fin, hein, qui dit « Être un homme de belle apparence, c'est un don des circonstances », ce qui est exactement l'inverse, l'apparence. Mais savoir lire et écrire, c'est quelque chose qui vient par nature. On sait très bien que lire et écrire, c'est un peu plus que la nature. C'est un texte ironique de Shakespeare par lequel termine le chapitre. Et qui effectivement montre donc que la puissance littéraire du texte. Hein. C'est très écrit. Hein. Enfin, monsieur. Oui, j'avais une petite question. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Je suis venu un petit peu. Un touriste, je sais bien. Voilà, un touriste. Tourisme social. Et j'avais une question. Donc, vous avez bien décrit le fétichisme, tout ça, que c'était un produit de l'aliénation humaine. Non, je n'ai pas dit aliénation. Vous n'avez pas dit aliénation, mais que c'était. Voilà, vous avez utilisé la phrase « les yeux sont fermés à toute vision ». Donc, c'est-à-dire que. Ça, c'est Isaïe, c'est le prophète. C'est Isaïe. Et donc, j'avais une question. Lorsque vous avez décrit la société future communiste que vous appelez de vos voeux,
J'avais... Ah, moi j'appelle. Je souhaite à tous les cas une société qui soit différente Oui. de la société intolérable et violente dans laquelle nous sommes, ça certainement. Et on est d'accord, mais alors, si cette société n'est pas, les rapports sociaux ne sont plus médiatisés par la marchandise, alors par quoi sont-ils médiatisés et Par le travail, par quel ordre? par l'ordre du travail, par l'effort du travail, par un autre mode d'être du travail qui n'est plus marchandise. Mais quel ordre social? L'ordre social, c'est un ordre dans lequel les différences séculaires tendanciellement disparaissent. La coopération. La coopération, c'est l'insistance sur la coopération et la solidarité, et non pas sur la concurrence et la guerre économique. La coopération généralisée. La coopération généralisée, mais vous avez décrit ça comme une association d'hommes libres. Mais C'est pas ça, c'est le terme de Marx. Mais l'homme libre est libre de ne pas coopérer, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, écoutez ça, alors, je ne lis pas dans le marque de café. Avant que l'homme libre ne veuille pas coopérer, commençons par créer les conditions d'une coopération. On aura fait un pas là-bas, après on verra. Il y aura vous avez raison, je ne dégage pas par une pirouette. Quelles peuvent être les contradictions non antagonistes, non de classe, entre des hommes libres? Il y en aura, inévitablement. Mais ça, c'est une question que Marx n'hésite pas, mais ce n'est pas son problème principal dans ce texte, vous comprenez. Ce texte représente un gain théorique énorme, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il change véritablement jusqu'où il exauce la critique. Là. On peut se dire que dans la société d'aujourd'hui, l'imaginaire social nous porte vers le fétichisme, l'exploitation, l'aliénation, l'homme est à nous pour l'homme, etc., etc. La non-compréhension des rapports, surtout. Et la l'opacité des non-compréhension rapports. Alors que dans la société communiste, l'imaginaire social, lui, va nous porter vers la coopération, ce qui n'empêchera pas, évidemment, des frottements, des contradictions, tout comme aujourd'hui, avec l'imaginaire d'aujourd'hui, nous avons des frottements et des contradictions, qui sont l'économie sociale et solidaire et la coopération qui se développe au sein même du système capitaliste. Et ces frottements n'empêchent pas le système capitaliste d'exister, Non. alors que les frottements au sein du système communiste empêchent aussi le C'est un système d'exister. capitaliste, il existe par la crise. C'est lui qui l'a conduit, qui la gère, qui s'en sert. À coup de crise, ça marche. Mais ça tient debout quand même. Ça tient debout, je dirais, oui, ça tient debout. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas debout. Hein. Ça fait beaucoup de gens qui sont pas debout. Oui, mais le système, lui, il résiste. Ah, ça c'est vrai. Il y a une force de résilience extraordinaire puisqu'il se nourrit de ses échecs. Ouais. Faut le faire. Il se nourrit de la destruction qui produit des ravages de vie. Et quand on voit comment aujourd'hui, tout ce qui reste à mesurer pour redresser les imaginations et les esprits, Il arrive même à faire porter ses échecs sur vos propres épaules. c'est votre faute, salaud de pauvre. C'est votre faute, salaud de pauvre. Si vous n'avez pas, c'est que votre faute. Vous voyez? Dans la sens, ça pose la question de l'imaginaire capitaliste aujourd'hui. C'est bien plus compliqué que ce que disait Marx. Ce serait très intéressant de voir comment aujourd'hui le thème de la dette, le thème de la pauvreté est retourné contre ceux qui sont les victimes. La victimisation des victimes. Chapeau, hein? Mais donc, par rapport à la question de Ouais. médiatisation par la marchandise, la marchandise dans une société communiste n'existe plus. La médiatisation n'existe plus. Non, La marchandise. la marchandise, c'est de l'échange entre les marchandises. L'équivalent général, c'est la monnaie. Ça va être substitué par le produit, tout simplement. Oui, bien sûr. Et c'est un produit qui ne passe pas par le marché. Parce que dans la valeur d'usage de la marchandise, il y a la diversité. Et la diversité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas produire un micro comme on produit, par exemple, comme on produit un téléviseur. Il y a des variétés au niveau de la technicité et ainsi de suite. Et paradoxalement, dans la valeur d'échange, il y a la quantité, mais il y a une uniformité. Tout est uniformisé. Dans la quantité, il y a une seule valeur, c'est la valeur. C'est le temps de travail socialement nécessaire. C'est l'égalité des travaux en tant que... Si tout est uniformisé au niveau de la valeur d'échange, mais au niveau de la valeur d'usage, il y a la diversité. Bon. Déjà, il n'y a jamais eu de système communiste. C'est pas parce que c'était un Non, parti bien sûr. communiste qui a dirigé qu'ils n'ont jamais revendiqué avoir un système communiste. Donc c'était le système. Il y a eu des expériences. Le socialisme pour certains. Il y a eu des expériences de planification quand même. Voilà, mais qui étaient limitées. Il y avait toujours Bien sûr, le marché. Il y a toujours un marché. Là, sans pouvoir expliquer la chose, il faut faire aussi une distinction entre la marchandise
en système capitaliste et l'existence d'un système de répartition qui est de marché. Et là, dans le débat qu'il y a eu, en fait, on confondait trois choses, c'était la même question, on confondait même la coopération qui est un mode de production. Alors la marche... non, mais elle a été prise dans un sens autre, hein, c'était pas dans le sens de mode de production. Voilà. Et donc la coopération n'est pas un mode de répartition. Voilà, c'est encore autre chose. Après, on peut, enfin en tout cas chez Marx, on peut comprendre l'idée de, il va falloir coopérer pour trouver un mode de répartition qui ne soit pas celui qui est créé par le capitaliste, c'est autre chose. Voilà. Donc il n'y a pas forcément une identité entre la marchandise capitaliste et le marché. Et d'ailleurs, le marché, la planification, c'est justement, bizarrement, c'est de le dire assez simplement, mais c'est bizarrement ce qu'il y a le plus proche du marché en concurrence pure et parfaite décrit par, ça me revient, le père de ce truc-là qui est français, qui était à Lausanne. Valras. Valras, merci. Voilà, c'est ça qui décrit, en fait, ce qui décrit, évidemment, ce qu'il y a de plus proche, c'est un système de planification. Il y a son commissaire-priseur qui, lui, prend le temps d'aller voir tout ce qui est possible d'être offert, tout ce qui est possible d'être demandé, et qui fait en sorte de fournir le prix unique qui permet de sortir justement du fétichisme, etc. Mais lui, il le fait dans un truc complètement abstrait, complètement irréel. Voilà. Alors, petite question, par contre, j'aimerais bien que tu m'éclaires. Revenir sur le passage que tu as cité du manifeste, où Marx, de mémoire, dit que les rapports... Enfin, les avancées du calcul égoïste. Voilà, je vais en arriver au calcul égoïste, mais il dit les professions, voilà, autrefois vénérables et vénérées, sont des enchantés, quelque chose comme ça. Oui. Donc il parle en fait, si je me souviens bien, d'hommes précis et de professions. Et là, quand on parle de d'enchantement ici, on ne parle plus d'enchantement de profession ou d'homme, on parle d'enchantement cette fois de la marchandise justement. C'est le côté, je vais même exagérer, peut-être je vais beaucoup plus loin, mais c'est la vache qui rit, on a une vache qui rigole sur la boîte, et on a l'impression que tout ça est un monde de bonheur, et où on masque complètement toute la réalité, l'horreur que peuvent être la ferme du truc comme la ferme des vaches, etc. Alors voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à... Est-ce que c'est un dessaisissement, un désenchantement de l'homme, et pour enchanter de l'autre côté juste le produit, est-ce qu'il y a quelque chose à... Est-ce que tu peux représenter ça? Je crois qu'il y a effectivement, donc, par rapport aux formes dominantes de morale, de représentation, il y a bien des enchantements. On nous raconte toute l'histoire sur la réalité des rapports médiatisés par l'argent, sur la recherche mondiale et du développement d'une productivité par l'exploitation. Alors, c'est l'éloge extraordinaire du capitalisme, jamais aucun théoricien n'a fait une tel éloge du capitalisme que Marx. Hein. Les libéraux sont beaucoup plus prudents. Marx fait une espèce de chant de triomphe au capitalisme en disant regardez ce que fait le travail humain, même exploité. En pensant qu'il allait à la vérité. Laissons ça de côté. En tous les cas, il y a bien cette idée que le capitalisme désenchante les rapports sociaux dans la mesure où ils sont sacrés, transcendants, il limite l'homme, il le soumet à une autre puissance que sa propre force sociale. Il libère une force sociale, et une force sociale qui est médiatisée par l'argent. Mais dans le manifeste, Marx ne voit pas que ce qui est... Il pense qu'il y a un désenchantement par rapport aux formes traditionnelles, mais il ne voit pas qu'il y a une nouvelle forme d'ensorcellement, moi je préfère dire, hein, de magie. De magie, de magie noire et de magie immanente. C'est ça son idée. Et là, ça c'est un progrès par rapport au manifeste. Et il a fallu tout le travail du capital pour passer, comment dirais-je, de la lumière blanche à la lumière noire. Il y a 20 ans d'écart. Il y a 20 ans d'écart. Ce qui prouve que Marx a beaucoup bougé et qu'il a... On le voit bien là, hein, c'est un des textes les plus élaborés du capital, du livre. Et mieux écrit. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un summum de la félicitisation de la valeur aujourd'hui dans une société de consommation mondialisée? Bien sûr, est-ce que ça n'annonce pas des prémices d'un saut? Oui. Là, j'ai cité Guy Debord et son livre, qui est un livre intéressant, malgré tout, son livre sur le situationniste, sur la société du spectacle. La société du spectacle, il montre bien que le spectacle, c'est une forme, c'est la marchandise, c'est un spectacle. Et la spectacularisation de la marchandise, c'est une forme de fétichisation presque au carré. On est pris dans les apparences, et ça il le montre très bien. Non, tout à fait d'accord. Je crois que c'est vrai que le fétichisme, et tous ceux qui aujourd'hui analysent l'imaginaire du capitaliste, dans ses formes données, rencontrent ces problèmes, les sociologues, etc. On pourrait citer beaucoup de travaux. Donc oui, bien sûr.
C'est l'école de Francfort qui a repris finalement ce filon de Marx. Déjà Georges Perec. Ah oui, quelque chose, oui. Tu parlais d'une bibliographie. Ah non, il y avait aussi, il attendait tout ça. Et après, la bibliographie. Oui, on revient sur le terme fétichisme, parce que en réalité, sur ce terme-là, il y a deux acceptions différentes. La première, effectivement, c'est une forme de religiosité un petit peu archaïque. Archaïque, carrément. Une forme de religiosité, on va dire. Mais ça, ce que je dirais, c'est un petit peu le fétichisme choisi de manière délibérée. Et puis après, il y a une deuxième acception du terme fétichisme, qui elle relève plutôt de la psychopathologie. Et là, c'est plutôt du fétichisme subi, c'est-à-dire les gens qui peuvent très bien, par exemple, dans le cas d'une névrose, d'angoisse ou névrose obsessionnelle, accorder, disons, de manière involontaire certaines valeurs à des objets, à des choses. Et ça, c'est pas choisi, c'est plutôt subi. Alors que dans la partie, on va dire, de forme de religiosité, là, c'est plutôt choisi, quoi, c'est délibéré, choisi. Donc, il y a ces deux acceptions différentes du terme fétichisme, avec ces deux formes, une forme, disons, d'adhésion volontaire et une forme de soumission contrainte, on va dire. On peut faire la distinction. Il faudrait relire les textes de Freud sur le fétichisme. Hein. C'est pas un hasard si Freud recycle ce concept. Dans le fétichisme historique, celui de Charles de Brosse et Pasteur des Lumières, c'est bien l'homme qui produit ce fétiche, mais il le produit dans l'élément de la passivité, puisqu'il le produit pour s'y soumettre. Donc il y a bien une activité qui, une fois qu'elle est en place, il reste pris dans l'enchantement. S'il brise le fétiche, alors là effectivement il brise le lien entre l'objet sensible et le pouvoir surnaturel, et il peut aller ailleurs, mais il y a quand même quelque chose de... C'est pas complètement volontaire, parce qu'une fois que le fétiche se met en place, les hommes répètent chaque fois qu'ils passent dans l'objet fétiche, ils vont le prier, le vénérer, ils vont lui demander d'envoyer la pluie ou la fécondité, ou d'envoyer la mort à la nuit. Donc c'est relatif. Je nuancerai votre position. Tu as entendu quand la psychose individuelle et une religion collective, il y a bien entendu des passages de l'un à l'autre, mais ce n'est pas un hasard si les deux seuls auteurs qui parlent du fétichisme de manière substantielle, c'est Freud et Marx. Sinon, il y avait un autre point sur lequel je vais un petit peu revenir, c'est la notion du temps de travail. J'ai un peu l'impression, Marx ne pouvait pas anticiper les nouvelles formes de technologie, mais j'ai l'impression que dans les nouvelles formes de technologie, notamment les nouveaux outils numériques, digitaux, nomades connectés, il n'y a plus cette dissociation qui existait autrefois entre l'outil de travail et le jouet pour s'amuser, se distraire, l'instrument pour s'instruire. C'est finalement les mêmes objets technologiques qui servent à la fois dans l'activité de travail et dans l'activité de loisir, d'amusement, de distraction. C'est finalement les mêmes choses. Que ce soit le smartphone, l'ordinateur portable connecté, c'est les mêmes choses. Et j'ai un peu l'impression que finalement dans les nouveaux rapports de travail, c'est moins la disponibilité, c'est moins la forme de travail pendant un temps déterminé, que plutôt la disponibilité totale et permanente des gens qu'on attend pour répondre aux nécessités à un instant donné, quoi. Pour remplir des tâches. C'est plus, disons, effectuer des tâches déterminées dans un lieu déterminé, avec des instruments déterminés pendant un temps déterminé, mais plutôt une disponibilité totale pour répondre aux besoins du moment, avec soit une forte intensité, soit avec des temps morts où ils n'auront pas à répondre, et à la limite, ils pourront très bien répondre à ces obligations de travail en étant chez eux ou en étant sur des lieux de loisirs. Et inversement, se livrer à des activités ludiques sur des lieux professionnels sans forcément être pénalisé pour ça. Il n'y a plus cette coupure temps de travail, temps de loisir, instruments de travail, instruments de loisir, tout est un petit peu flou. Je ne peux pas vous répondre, ça mériterait une longue analyse. C'est vrai que là, nous en arrivons à l'étude des technologies actuelles et elles ont lien ou pas l'exploitation ou notre usage possible qui serait l'usage ludique et le passage du ludique dans le contraire. Ça, je suis pas sûr, ça mérite en soi l'exposé, je crois. C'est-à-dire que ce que je comprends dans ce que dit Hervé, c'est que le rapport salarial submerge
l'ensemble des sphères de la vie sociale, Comme contrainte. voilà, comme contrainte, et inversement, le rapport ludique rentre par la fenêtre ou submerge lui aussi, hein, submerge, le mot est peut-être trop fort pour le rapport ludique, mais rentre par la fenêtre dans le rapport salarial. Je l'exprime moins bien, je suis d'accord. Mais disons que les deux s'interpénètrent. Hein. Mais moi, ce que je retiens, enfin, de la façon dont je le dis en tous les cas, ce que je retiens, c'est que le rapport salarial est toujours là. Il est toujours là. Et il est structurant. Bon, alors il est peut-être, je ne sais pas comment il faut dire, moi, contaminé, pollué, contaminé, je ne sais pas quoi, par des activités ludiques. C'est vrai qu'on voit maintenant des entreprises qui font la chasse au jeu, enfin, ou à l'utilisation par les salariés de leur smartphone et ainsi de suite, ou de leur ordinateur d'ailleurs. Hein. Il y a un flicage et ainsi de suite. Bon, voilà. On nous bassine avec ça, mais on ne nous bassine pas avec le fait qu'on demande aux gens d'être joignables 24 heures sur 24. Hein. Je dirais, finalement, on ne flique plus trop les gens finalement pour l'utilisation ludique pendant le temps de travail. L'inverse, ça va dans les deux sens. C'est plus, disons, on va dire, pendant le temps de travail, vous devez faire plus du travail, et pendant le temps de loisir, vous devez plus vous distraire, vous amuser, vous reposer. Maintenant, c'est à la limite, il y a du travail à faire, on ne sait pas trop quand, quelle quantité, etc. Soyez disponible en permanence. À la limite, pendant le temps de travail, si vous amusez, c'est rien à faire, amusez-vous. Voilà. Et par contre, s'il y a quelque chose à faire, mobilisez-vous. Ça me fait comme des militaires à la guerre, en temps de guerre, c'est-à-dire quand il n'y a rien à faire, à la limite, vous jouez aux cartes, etc. Et quand il y a la guerre, même ça tombe pendant la nuit, pendant le dimanche, vous y allez. La bibliographie. Voilà. Par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure. En ce qui concerne, avant tout, en ce qui concerne le salariat est généralisé. Le système capitalisme c'est complètement généralisé. Maintenant, il y a même des employeurs qui sont salariés. Les DG sont salariés. Effectivement, aujourd'hui, dans une firme multinationale, on ne trouve pas un employeur physique. Ils sont tous salariés. Je veux dire, le rapport, effectivement. Oui. Ça dissimule beaucoup de choses. Voilà, ça dissimule beaucoup de choses. Au contraire, le salariat est déjà généralisé. Mais par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure, Karl Marx, effectivement, implique cette absence de compréhension du caractère fantasmagorique de la marchandise et en même temps du fétichisme. Il implique effectivement que ce n'est pas à la volonté, non, c'est pas à l'intelligence de l'économie classique. Karl Marx considère effectivement que l'économie classique, c'est une science. Contrairement à l'économie vulgaire. Il avait critiqué dessus. Une science limitée, une science. Exactement. Donc, Karl Marx, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, les économistes classiques, c'est parce que ils considèrent que le système capitaliste est un système naturel et éternel. C'est la fétichisation. C'est ça. C'est là la fétichisation. Considérer qu'il est naturel et éternel. Et éternel, et par voie de conséquence, ça nous empêche de voir plus loin. C'est pour ça que c'est grave. Parce que Donc on est pris dans les apparences de ce système. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de distance intérieure critique possible. Mais non, puisque c'est nous qui, de l'extérieur, donnons adhésion et participons. Bon. Alors la biographie, Puis on verra, on fera une question pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a dit. Vous direz ce que c'est ça. C'est quoi? Alors moi je citerai plus, j'ai pas vu ce que c'est. Non, c'est Capital. C'est le capital. Ah, voilà, c'est le même. Donc moi je vous conseille de Iacono. Iacono, il n'y a pas de je ne vais pas écrire. IACONO, le fétichisme de conseil.
le livre d'Antoine Artus sur le fétichisme, la marchandise, chez Fayard, qui est bien. Le livre d'Isabelle Garot sur la philosophie. Histoire, philosophie, un truc comme ça. Voilà, chez Marx. Le livre de Balibar, la philosophie de Marx, sur le fétichisme. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Que d'autres et le livre de Poston, qui est ici, qui est intéressant, temps, travail, etc. Qui montre très bien, si vous voulez, la fonction de la médiation et de la fétichisation de la médiation, qui ne passe pas par ça. Bon, c'est un auteur difficile, là. Vous voyez, on se casse les dents. Et on ne peut pas l'éviter. Alors, quand vous avez payé ça, vous payez quoi du coup? Qu'est-ce qui a de la valeur là? L'information est gratuite. C'est justement une des. Ah tiens, en parlant de fétichisme, d'ailleurs il y a une vidéo qui circule un petit peu soi-disant l'information, ça serait multiplicable à l'infini, illimité, gratuit, tout ça, c'est pareil, c'est le roi du fétichisme. Il est extraordinaire. Non, l'information est gratuite. Là, ce qu'on paye là, c'est quoi? C'est l'impression. Oui, c'est tout ça en fait. L'impression, alors c'est plus précis. Ben, Le papier, il n'est pas payé. Non, c'est on paye la peine qu'ils ont. comment ça Oui, va? on paye le fétichisme comme il faut. D'habitude, je fais ça avec une bouteille d'eau. Tout est persuadé qu'il achète de l'eau. Non, C'est elle est gratuite, oui, il vaut rien. Non, mais là, le papier n'est pas gratuit. Là. Si, le papier, il vaut rien. Ah non, mais c'est l'essentiel du travail. Là, c'est le travail en fait. Tout ce qu'on va payer là-dedans, c'est du travail et d'exploitation. Uniquement ça. Tout le reste, la matière n'a pas de prix elle-même. Elle n'est pas payée. Elle n'a pas de. C'est le travail humain qui rend la chose, qui lui donne valeur ou pas. Le travail humain ou l'exploitation de ce travail. On a sur l'information, c'est